Pour moi, de commencer cette communication, j'avoue une chose également, mon admiration pour toute l'assistance. Moi-même, je me sens épuisé, hein, sincèrement, je me sens épuisé. Je vois que la salle est là à écouter studieusement, et là, je suis vraiment impressionné, je vous le dis, de bon cœur. Il m'est extrêmement difficile de faire une communication. À la fin, je ne suis pas du tout gâté hein, pour vous parler des biosimilaires. C'est une question qui a été posée tout à l'heure par Dr Mouzaoui. Mon objectif à travers cette communication, en fait, c'est d'expliquer à l'assistance ce que c'est qu'un biosimilaire. Mais avant, ou pour arriver à mes fins, je suis obligé de vous parler un petit peu des lois de la nature. Une plaque de rappel de développement d'un médicament. La définition d'un médicament chimique, d'un médicament biologique. Ensuite, des copies, ce qu'on appelle communément génériques, et biosimilaires. Enfin, je vais vous donner l'exemple d'Abazaglar. Parmi les lois de la nature, les lois physiques. Et pour mieux expliciter ce que je veux dire par loi physique, j'ai donné l'exemple de la loi de Newton. Hein? Qu'est-ce la gravitation? En fait, mon arrière-pensée, c'est juste pour vous dire que tout ce qui est physique est constant. C'est une loi. En fait, c'est une loi qui régit pratiquement l'univers. Et à mon sens, c'est une création divine. La loi de la chimie également. Tout ce qui est réaction chimique est quelque chose de constant. J'ai toujours en mémoire, quand j'étais au lycée, on nous a appris que quand on associe une base et un acide, nous avons immédiatement et tout le temps de l'eau et du NaCl. C'est quelque chose de constant. Ça, c'est la réaction chimique. Maintenant, qu'en est-il du biologique? Ah, la biologie, ou tout ce qui est vivant, n'est jamais constant. Il est caractérisé par sa variabilité. Vous le faites tous les jours. Prenez l'attention de vos patients, pas de vos patients, prenez votre tension à vous. Vous allez voir qu'il y a une variabilité d'un instant à l'autre. En fait, il n'y a pas une variabilité d'un instant à l'autre. Il y a une variabilité tensionnelle d'un cycle à l'autre. Et ça, c'est du biologique. Faites votre glycémie et refaites-la immédiatement après. Vous allez voir que vous n'aurez pas les mêmes chiffres. Ça, c'est la particularité du vivant. Et l'exemple, évidemment, que j'aimerais vous donner, c'est cet exemple également d'une cellule pluripotente qui synthétise ou qui fabrique des globules rouges. Elle fabrique des globules rouges au niveau de la moelle. Mais je peux vous garantir que si vous faites un frottis de sang, les globules rouges ne sont pas identiques. Et ça fait partie de la variabilité biologique. Les globules rouges ne sont pas les mêmes sur le plan morphologique, mais leur fonction est la même. Votre poumon et le mien, je peux vous garantir qu'ils ne sont pas identiques, mais ils ont la même fonction. Quelles sont maintenant les différentes étapes de fabrication d'un médicament? Je commence d'emblée par vous dire que le process de développement d'un médicament ne dure pas une année ou 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, c'est pour ça que ça coûte de l'argent. Ça dure de 10 à 15 ans. Et vous savez combien de molécules sont candidates à devenir médicaments un jour dans nos officines? 10 000. Sur 10 000 molécules, une seule, atteint nos officines et donc nos ordonnances et la prescription. Et ça passe par des étapes extraordinaires. La première étape, c'est la recherche fondamentale. Ça se passe au niveau des laboratoires. Ça dure 2 à 3 ans. Ensuite, il y a des molécules qui passent, le premier filtre. La deuxième phase, c'est la recherche préclinique. En fait, c'est des essais cliniques in vivo et in vitro. In vitro, évidemment, toujours laboratoire, mais in vivo chez l'animal. Ensuite,
L'autre filtre également est passé, on commencera l'étape clinique. Ce médicament va être testé, pas chez les malades, mais chez les sujets sains. L'objectif étant de voir la cinétique du médicament, la toxicité du médicament. C'est ce qu'on appelle la phase 1. Ensuite, après, on passera à la phase 2. La phase 2, maintenant, c'est un petit groupe de malades. L'objectif étant d'identifier ou de déterminer la dose efficace du médicament et donc la toxicité du médicament. Et le dernier filtre, c'est ce qu'on appelle les essais cliniques de phase 3. C'est des études d'efficacité et de tolérance du médicament. À ce moment-là, c'est des malades, énormément de malades, c'est habituellement des principes actifs versus placebo. Maintenant, qu'appelle-t-on médicaments chimiques? En fait, tous les médicaments passent par ce process, que ce soit un médicament chimique, la première molécule, ou un médicament biologique. Mais quelle est la différence entre le médicament chimique et le médicament biologique? Le médicament chimique, rappelez-vous, tout ce qui est chimique est une constance. La réaction chimique est constante. Alors, le principe actif du produit chimique, je donne l'exemple de l'aspirine, la synthèse est chimique. Okay? C'est les usines qui fabriquent, qui vont se mettre à fabriquer le produit chimique. C'est habituellement des molécules de petite taille, de structure très simple, hein, hautement reproductible, parce que c'est de la chimie, parce que c'est une réaction chimique, parce qu'il y a une constance. C'est pour ça qu'il est possible de les copier. Et quand on les copie, on les appelle génériques. Donc on ne peut pas parler de générique pour un médicament qui n'est pas un médicament chimique. Le générique est un terme qui définit une copie d'un médicament chimique. Maintenant, qu'en est-il du médicament biologique ou biomédicament? Oh, il faut juste savoir également que les médicaments chimiques coûtent beaucoup moins cher que les médicaments biologiques. Parce que le processus de fabrication des médicaments biologiques est extrêmement difficile. Vous avez l'habitude d'utiliser évidemment des médicaments biologiques, énormément. Je vous donne quelques exemples. Le vaccin est un médicament biologique. L'érythropoïétine est un médicament biologique. L'insuline est un médicament biologique. Mais quelle est la définition exacte du médicament biologique? Le médicament biologique est un médicament ou un principe actif qui n'est pas fabriqué d'une façon synthétique, chimique, mais pas du tout. C'est un organisme vivant. On demande à un organisme vivant de faire le travail de l'usine. Donc habituellement, c'est des bactéries qui le fabriquent. Vous voyez? Et tout ce qui est vivant est variable. Il y a une variabilité naturelle. C'est pour cela qu'en fait, quel que soit le produit, en néphrologie, ils utilisent énormément d'érythropoïétine. En médecine interne et ailleurs également, nous utilisons énormément d'anticorps. Hein? C'est des molécules également biologiques. C'est des molécules biologiques. Donc, le vivant qui fabrique le médicament biologique, on doit s'attendre immédiatement à une variabilité. Le même médicament que j'utilise en médecine interne, qui est un anticorps, ne peut pas ressembler au 4e, au 5e lot, à la 3e année, au 4e année. Ce n'est pas possible. Le même médicament, la même molécule originale, le processus de fabrication est le même, mais de fait de la variabilité, il est impossible d'avoir des copies conformes comme un produit chimique. Voilà, je vous donne quelques exemples de structure tridimensionnelle de ces médicaments. Vous avez l'aspirine en premier, petite molécule, produit chimique. À partir du deuxième, pas du tout, c'est des produits biologiques. L'insuline étant le plus petit pratiquement, ou le plus facile, pas le plus facile, le plus petit par rapport aux anticorps. On ne peut pas d'ailleurs, il est impossible d'identifier toute la structure de l'anticorps. Impossible. Tellement la molécule est très complexe.
nous parlons de copie de médicaments. Est-ce qu'il est intéressant de les copier? Heureusement pour nous, praticiens. Ça dérange certainement les laboratoires. C'est certain. Mais nous, en tant que praticiens, c'est une aubaine. C'est une aubaine que de copier les médicaments. Vous devez savoir qu'aucun médicament ne peut être copié tant qu'il est breveté. J'ai inventé une molécule, personne ne peut la copier. Ça sera du plagiat. Mais le brevet disparaît pratiquement à partir de 20 ans. Donc on laisse les gens exploiter leurs produits de recherche, mais à partir de 20 ans, non. Ça tombe dans le domaine public. Et quand ça tombe dans le domaine public, formidable. Rappelez-vous donc le processus de développement du médicament. 10 à 15 ans, donc ça coûte excessivement de l'argent. Donc on donne l'occasion à celui ou laboratoire qui a acheté la molécule de faire du bénéfice. Mais nous, en tant que praticiens, ça nous intéresse à double titre. Un, ça va assurer la disponibilité du médicament. Et deux, le coût. Vous devez savoir qu'un produit chimique qui est copié, génériqué, coûte 30% moins cher que la molécule originale. Je ne veux pas dire molécule mère, molécule originale. Le produit biologique qui coûte plus cher que le produit chimique, lui, diminue de 20 à 30%. Voilà, donc, en tant que praticien, c'est une aubaine pour nous qu'il y ait des copies. N'oubliez pas, imaginez un petit peu l'hépatite C. L'Égypte est le pays où la prévalence de l'hépatite C est la plus élevée au monde. Hépatite C, cirrhose, cancer du foie, etc. Ils n'ont pas les moyens de lutter contre cette hépatite C. Heureusement qu'il y a eu des copies de médicaments, et c'est des copies de médicaments biologiques. Maintenant, quelles sont les conditions requises pour dire qu'un médicament chimique ou qu'un générique est une copie du médicament chimique? Et attention, il y a des exigences. On ne fait pas comme ça, ce n'est pas une copie. Je fais une photocopie et c'est bon. Ah, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'on exige d'un laboratoire? On sait que le produit chimique, la réaction chimique, est toujours la même. Donc on est certain du produit. On veut juste poser une question. Une seule question qu'on se pose. La bioéquivalence. Mais ça veut dire quoi, bioéquivalence? Est-ce que le produit, l'aspirine ou l'aspro pour les anciens, l'aspirine, aspro, catalgine, c'est toujours le même médicament. Mais comment savoir que c'est exactement une copie? Je sais que c'est le même produit, je le sais. Je pose la question quant à la durée d'action du médicament, au délai d'action et à la concentration totale du produit actif durant la durée d'action. C'est ce qu'on appelle bioéquivalence. Elle est là. Donc en fait, on dose le médicament dans le sang et on le superpose avec le produit de référence. S'il répond à cette définition, on dit que le médicament générique est bioéquivalent. C'est une copie conforme. Aucun problème. Qu'en est-il maintenant de la copie du médicament biologique? Vous allez voir que c'est extrêmement difficile. La complexité du médicament biologique fait qu'il est impossible de faire des copies identiques, à l'identique. Pas du tout, parce que le médicament lui-même, le principe, ou la molécule originale elle-même est variable d'un lot à l'autre. Impossible. C'est la variabilité naturelle biologique. Qu'est-ce qu'alors on exige? Qu'est-ce que l'EMA, la FDA, l'OMS exigent pour qu'un médicament soit un biosimilaire, une copie du médicament biologique? Elle est là. En fait, on demande au laboratoire de refaire toutes les études, tout le processus des études précliniques au laboratoire, des études chez le sujet sain, pharmacodynamique, pharmacocinétique, des essais cliniques de phase 3, efficacité, tolérance. La seule, je pense que Dr Hiller en a parlé tout à l'heure, la seule phase du processus de développement du médicament qui n'est pas exigée pour la biosimilarité, c'est la phase 2. La phase 2, c'est celle qui détermine
la dose du médicament. Mais tous les organismes de régulation sont d'accord pour dire que le biosimilaire va garder les mêmes indications et la même dose du médicament. C'est cette étape qui est exclue, et c'est pour cela que le produit peut, une des raisons pour que le médicament coûte moins cher, tout en sachant que le produit d'origine, je vous l'ai dit tout à l'heure, son développement a duré 10 à 15 ans, alors que le biosimilaire, on lui demande de se comparer pour toutes les étapes à la molécule originale. Maintenant, qu'en est-il de la basaglare? Pour la phase clinique, chez le sujet sain, en fait, c'est des courbes que vous connaissez pour ceux qui font de la diabéto, concernant la glargine. C'est des courbes que vous connaissez très bien. Oh, c'est mal sorti, je ne sais pas pourquoi. C'est des courbes que vous connaissez très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle la pharmacodynamique. En fait, on dose le médicament dans le sang pour déterminer la durée d'action, le délai d'action, etc. Et tout le monde sait, vous le savez, cet aspect, contrairement à la NPH, qui a un pic d'action, la glargine a tendance à avoir un plateau, donc une diminution du pic d'action et une durée d'action de 24 heures. Ils ont utilisé, évidemment, ils ont fait la même expérience en utilisant l'insuline glargine 1 et glargine 2, c'est comme ça que je vais les appeler, une superposition des deux courbes. Maintenant, qu'en est-il de la ça c'est la pharmacocinétique, la pharmacodynamique, l'action de l'insuline en termes d'hypoglycémie. Concordance également des deux courbes. Voilà. Ensuite, chez le diabétique de type 1, essai phase 3, efficacité, tolérance. C'est des études de non-infériorité. En fait, il ne doit pas y avoir de différence. Parce que le plus souvent, on dit le P n'est pas significatif. Pas du tout. Ce qu'on veut démontrer, c'est un P qui n'est pas significatif. C'est ce qu'on appelle les études de non-infériorité. Et l'étude phase 3, utilisant évidemment deux bras, abasaglare, glargine, molécule d'origine, en termes de baisse d'hémoglobine glyquée, il n'y avait aucune différence. La non-infériorité chez le diabétique de type 1 a été démontrée à 24 semaines et à 52 semaines. En termes de glycémie à jeun, vous le savez également que la glargine, étant une insuline basale, diminue la glycémie à jeun et non la glycémie postprandiale. Et à la glycémie postprandiale, à 42 semaines, à 52 semaines également, le taux de glycémie à jeun était identique dans les deux groupes. Évidemment, c'était quelque chose d'attendu. On n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, qu'en est-il de la tolérance? La tolérance, il y a deux choses, la prise pondérale et surtout les hypoglycémies. En termes de prise pondérale, il n'y avait également aucune différence entre les deux. En termes d'hypoglycémie, la même chose. Aucune différence entre les deux. Maintenant, anticorps. Les anticorps, vous devez savoir, et vous le savez, que dans le diabète de type 1, immédiatement, il y a des anticorps anti-insuline, c'est une maladie auto-immune. Il y avait énormément d'anticorps dans les deux groupes, mais au début et à la fin du traitement, le taux d'anticorps retrouvé dans le sang des deux groupes est également le même. Dans le diabète de type 2, ils ont fait également la même chose. Ils ont fait la même chose. C'est un essai clinique randomisé en double aveugle, utilisant insuline 1, insuline 2. En termes également d'efficacité, l'hémoglobine glyquée était réduite dans les mêmes proportions dans les deux groupes. En termes d'innocuité, le nombre d'hypoglycémies également était le même. Et la prise pondérale également était la même. Donc aucune différence entre les deux groupes. En ce qui concerne la présence d'anticorps était vraiment très très basse, puisqu'étant une maladie, pas du tout une maladie inflammatoire comme le diabète de type 1, et il n'y avait également aucune différence entre les deux. Voici ma conclusion. Le médicament biologique, comme tout produit vivant, est caractérisé par une variabilité naturelle. Le médicament biosimilaire est l'équivalent des différents lots de la molécule originale. Aucune molécule, aucun lot ne ressemble à un autre lot. On ne vous l'a jamais dit, moi je vous le dis aujourd'hui.
La base aguilar, évidemment, a prouvé son efficacité et sa tolérance, en même titre que l'aguilargine d'origine, pour ça qu'il a eu l'AMM aux États-Unis d'Amérique en 2014 et en Europe en 2015. Je vous remercie. Merci, professeur Salah Mansour. Je remercie les 4 intervenants.